Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, Bertrand Godin, chroniqueur et coureur automobile, sur sa participation au Grand Prix historique de Monaco et sur la conduite hivernale. Marilyn Nadeau, préfète renouvelée de la MRC de la vallée du Richelieu, pour le retour sur la dernière séance du Conseil de la MRC. Claudia Fiori-Leduc, chargée de campagne au Réseau québécois de l'action communautaire autonome, sur les récents projets de loi du gouvernement de la CAQ qui suscitent une levée de bouclier chez les organismes communautaires. Réal Hood, conférencier et auteur du livre Le réflexe féodal aux éditions de la francophonie, nous parle de ses derniers ouvrages sur l'histoire des patriotes. Finalement, un reportage de Marie-Ève Brisebois avec Mathieu Campbell, VP récréatif à l'Association de hockey mineur de la vallée du Richelieu, sur les modalités de participation à l'association. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour cette semaine. Bonne émission! Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Le gouvernement du Québec annonce un important soutien financier destiné à plusieurs bibliothèques publiques de la région. 2 députés confirment cette semaine des investissements totalisant plus de 350 000 $ pour enrichir les collections documentaires de 7 bibliothèques locales. Dans la circonscription de Chambly, le député Jean-François Roberge confirme une aide d'environ 175 500 $, 83 500 $ pour Chambly, 19 800 $ pour Richelieu et 72 100 $ pour Saint-Basile-le-Grand. Dans la circonscription de Bordua, le député et ministre de la Justice Simon Jolin Barrette annonce quant à lui un investissement d'environ 177 000 $, 80 500 $ pour Belleuil, 19 200 $ pour McMasterville et 76 500 $ pour Mont-Saint-Hilaire. Au total, ces appuis s'inscrivent dans l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. À l'échelle du Québec, ce programme représente 20,3 millions de dollars, permettant à 177 municipalités d'enrichir leurs collections tout en soutenant les librairies agréées du réseau québécois. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, rappelle que les bibliothèques sont des lieux essentiels d'accès à la culture et à l'information. Encore sur la scène provinciale, le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, accompagné du ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, et de la députée Karianne Bourassa, ont déposé le projet de loi numéro 10, une nouvelle loi visant à protéger les consommateurs contre les pratiques abusives liées à la revente de billets et au renouvellement automatique des abonnements en ligne. Le projet de loi comporte 3 mesures principales. D'abord, pour la revente de billets, plusieurs informations devront obligatoirement être communiquées aux clients. L'indication claire qu'il navigue sur une plateforme de revente, le siège exact offert et le prix d'origine du billet, ainsi que le nom du dernier propriétaire du billet. Les consommateurs devront aussi être avisés en cas d'annulation ou de modification d'un spectacle. De plus, un billet ne pourra être revendu au-dessus de son prix initial sans entente avec le producteur. Deuxième mesure, la loi simplifie la vie des abonnements en ligne. Un bouton « Se désabonner » devra être clairement accessible et les clients devront être avisés quelques jours avant la fin d'un tarif promotionnel. Les frais non périodiques devront aussi être affichés de façon transparente. Enfin, la troisième mesure interdit toute clause contractuelle qui empêcherait un consommateur mécontent de laisser un avis sur un produit ou un service. Le ministre Simon Jolin Barrette rappelle que plusieurs consommateurs paient parfois jusqu'à 7 fois le prix initial d'un billet de spectacle, une situation qu'il qualifie d'inacceptable. Selon lui, cette loi vise à protéger les familles québécoises et à garantir qu'elles puissent faire des choix éclairés, en avoir pour leur argent et préserver le portefeuille culturel québécois. À Saint-Basile-le-Grand, les collectes municipales changeront dès le 1er janvier 2026. La Ville confie désormais la gestion de toutes ces collectes, ordures, recyclage, résidus alimentaires, résidus verts encombrants et sapins de Noël, à la MRC de la vallée du Richelieu. Cette décision, adoptée en octobre, vise à harmoniser les services à l'échelle régionale et permettra de réaliser une économie annuelle de 106 000 $. Dès janvier, la MRC devient donc le nouveau point de service pour toute question liée aux collectes. Les citoyens pourront consulter le calendrier officiel sur le site de la MRC ou se référer au calendrier municipal distribué à la mi-décembre. Des communications supplémentaires accompagneront la transition.
La réorganisation permettra aussi plusieurs améliorations de services, dont un soutien disponible 24 heures sur 24, une collecte d'encombrants sur rendez-vous, une harmonisation régionale des pratiques et la collecte à domicile des sapins naturels le 8 janvier. À noter également des ajustements aux jours de collecte entreront en vigueur dès le début de l'année. La Ville continuera toutefois de gérer les dépôts municipaux à l'édifice Léon Taillon pour les matières encombrantes et les matériaux secs. Pour rester informés, les citoyens peuvent s'abonner à la catégorie collecte et dépôt sur leur espace citoyen. La Ville de Chambly dévoile les résultats d'un sondage mené en septembre dernier auprès de plus de 350 citoyens dans le cadre de sa démarche de participation publique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif, permettre à la population d'identifier les actions les plus porteuses pour les prochaines années. Dans le secteur bâtiment et efficacité énergétique, la mesure qui arrive en tête est l'offre d'aide financière et technique pour améliorer l'efficacité énergétique des résidences. Une priorité claire pour plusieurs participants. Du côté de la gestion des matières résiduelles, les citoyens sont divisés entre deux propositions, la bonification de l'horaire de l'écocentre et la création d'un lieu ou d'un réseau dédié à la réparation, la réemploi et au partage des ressources. En matière d'amélioration des milieux de vie, la densification écologique et l'ajout de commerces de proximité remportent l'adhésion du plus grand nombre de participants. Enfin, sous le thème transport et mobilité active, ce sont les mesures de sécurisation pour les piétons et cyclistes, l'apaisement de la circulation, la promotion du transport actif et collectif, ainsi qu'une tarification adaptée selon l'âge et les revenus qui se démarquent. Rappelons que Chambly, dans le cadre de sa politique environnementale 2022, poursuit ses efforts pour réduire ses principales sources de GES. Le travail des patrouilleurs et enquêteurs de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a mené à l'arrestation d'un individu en lien avec une série d'incendies criminels à Chambly et Carignan. Les feux sont survenus entre le 18 et le 28 novembre dernier et ont ciblé des bâtiments inoccupés ou abandonnés, comme des cabanons, des roulottes et des granges. Aucun blessé n'est à signaler. L'enquête se poursuit, mais l'identité du suspect ne peut être révélée pour le moment tant que le dossier n'aura pas été soumis au DPCP. La Régie tient à rassurer la population et assure qu'elle déploie tous les efforts nécessaires pour élucider ces événements et traduire les responsables en justice. Toute information peut être transmise en toute confidentialité à Infocrime ou au 450-536-3333, poste 399. À Belleuil, deux entreprises du Vieux-Belleuil bénéficieront d'un coup de pouce financier grâce au nouveau programme d'aide à l'implantation de commerce adopté par la Ville au printemps dernier. Le bar Accroissant, récemment relocalisé au 794 rue Laurier, recevra une subvention de 18 000 versée en 3 paiements. De son côté, Oléa Épicerie, une nouvelle épicerie fine qui ouvrira sous peu au 201 rue Saint-Jean-Baptiste, obtiendra 18 984 Les deux aides proviennent des surplus affectés de la municipalité. Ce programme d'aide a été mis en place pour stimuler la vitalité économique du Vieux-Belleuil, réduire le taux de locaux vacants et renforcer l'offre de commerce de proximité dans le secteur en pleine transformation. La mesure avait été adoptée à l'unanimité lors de la séance du conseil municipal du 24 novembre dernier. Voilà, c'était vos nouvelles de la semaine dans la vallée du Richelieu. Bertrand Godin est chroniqueur et coureur automobile. Il se joint à nous. Bonjour, M. Godin. Bonjour. Vous allez participer pour la première fois au Grand Prix historique de Monaco en avril prochain. La particularité, ça va être des voitures Formule 1 de l'année 1978. Vous devez vous sentir comme un enfant à l'approche de cet événement-là? Ah, c'est certain, c'est un rêve qui devient réalité parce que j'ai suivi les traces de Gilles Villeneuve. Et là, ben, j'ai comme l'impression que je vais essayer le même genre de souliers qu'il avait. Pour moi, c'est vraiment incroyable parce que surtout ces Formule 1-là de l'époque, c'était des voitures qui ont marqué mon enfance. C'est comme ça que la bougie s'est allumée là, de cette passion et puis de pouvoir en plus performer sur le circuit de Monaco à bord de ces voitures-là, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qui différencie ces voitures-là des années 1970 au Formule 1 d'aujourd'hui, rapidement?
Ben, c'est des voitures qui avaient beaucoup moins d'appui aérodynamique. Quoique, à l'époque, il y avait les jupes latérales qui donnaient beaucoup d'appui, mais on les a enlevées parce que c'était trop dangereux. D'ailleurs, en matière de sécurité, il faut le dire, hein, c'est des boîtes de conserve de luxe qui roulent à 300 km/h. Donc, c'est certain que c'est une autre époque en matière de sécurité parce que on va rembarquer dans ces voitures-là et la sécurité n'a pas nécessairement été améliorée. À part quelques éléments de l'équipement du pilote, que ça fait des bons géants. Le moteur, c'est le Ford Cosworth DFV qui est un moteur qui a marqué l'histoire de la Formule 1, qui nous donne une mélodie tellement que quand on est au volant, bien, on a l'impression d'être un chef d'orchestre qui emmène justement cette mélodie incroyable. Allez-vous être en mesure de pousser la machine un peu lors de l'événement? Est-ce qu'ils vont vous laisser faire, vous pensez? Ah ben tout à fait, parce que je suis allé faire des essais en novembre avec la voiture et le but, c'est d'emmener cette voiture-là à sa limite, mais euh, une voiture, c'est comme une personne, et surtout ces voitures-là, c'est des pièces artistiques, c'est des pièces en plus, c'est non seulement une Formule 1, c'est une Formule 1 qui a marqué son histoire, donc c'est un grand privilège de pouvoir être au volant et de la pousser justement de façon logique. Mais je me suis senti, disons qu'on a eu une bonne entente. On est devenus de bons amis, cette voiture-là et moi, parce que quand même, on a fait des très, très bons temps sur le circuit de Cremona. Donc, pour moi, ben, je me sens à mon aise dans la voiture, dans la Arrows A1B. C'était Riccardo Patrese, un pilote italien qui a piloté à l'époque, qui avait terminé quatrième au circuit Gilles Villeneuve en 1978. Ça sent que vous êtes un passionné quand vous en parlez. On a le goût d'embarquer avec vous, là. Le circuit de Monaco est aussi un circuit célèbre, là. En tant que pilote, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui est de particulier là, sur cette track-là? C'est un circuit en ville. Monaco, c'est un circuit qui date de 1929. Bon, il y a eu des modifications, mais le tracé est presque original. Et puis, il y a des montées, des descentes. C'est un circuit qui demande un pilotage extrêmement précis parce que vraiment, on frôle les rails. J'y ai piloté en 1998 en Formule 3000, mais là, j'ai la chance de pouvoir le pratiquer davantage sur simulateur. Donc, entre la préparation physique, la préparation sur simulateur, je vais être fin prêt quand on va arriver là, le 24, 25, 26 avril prochain. Ah oui, le simulateur, est-ce que ça donne quand même les mêmes sensations là, tu sais, pour les personnes qui n'auront pas la chance d'y aller? Est-ce qu'il y a un comparable à faire? Oui, ben le simulateur, en plus, j'ai un simulateur que j'ai pu ajuster moi-même avec des activateurs. Donc, je ressens toutes les bosses, les transferts de masse, tous les éléments sont réunis. En plus, j'ai la réalité virtuelle, donc c'est une réalité visuelle quasiment identique, ce qui fait en sorte que pour pratiquer, c'est incroyable parce que quand je mets le casque et que j'embarque dans le simulateur, je suis à Monaco et je suis en train de pousser donc tout l'aspect psychologique entre en ligne et puis c'est une très, très bonne façon de s'entraîner. Pour les autres conducteurs de voitures qui n'ont pas la même expérience que vous, là, en particulier moi, là, l'hiver est arrivé. On voulait parler avec vous des conseils qu'on pourrait donner aux gens, comment adapter sa conduite lorsque l'hiver approche ou que la neige tombe comme aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est certain que ce que je remarque, c'est souvent les gens ne réalisent pas les éléments dynamiques de la voiture. Vous savez, lorsqu'on freine, le transfert de masse s'en va en avant, lorsqu'on accélère vers l'arrière. Donc, souvent, je vois des gens qui accélèrent trop tôt. Donc, tourne le volant, accélère, et là, ça crée un sous-virage. Les systèmes vont embarquer, mais ces systèmes-là ont des limites. Et je vois beaucoup de gens qui ne connaissent pas les limites de leur voiture et à ce moment-là, ben, ils se font prendre. Donc, c'est pour ça que je suggère souvent aux gens, allez suivre un cours avec votre voiture. Par exemple, ben, le complexe de conduite Mécaglisse offre justement des forfaits où on peut vraiment comprendre comment la voiture va réagir. Et ça aussi, avec ces conditions-là, c'est toute une conduite en finesse. Donc, regardez loin, regardez large, anticipez surtout les intersections. OK? Tout mouvement brusque va vous mettre dans le pétrin. Donc, c'est pour ça, la douceur du pédalier, la douceur du volant et en même temps,
Ben, souvent, les gens ont tendance à rester dans le centre de la voie, c'est normal. Il y a de la glace qui se forme et à ce moment-là, ben, on n'étudie pas assez où on pourrait mettre les roues pour que ça soit plus efficace. Des fois, juste se décaler de quelques centimètres sur la droite ou sur la gauche va vous donner beaucoup plus d'efficacité. D'autant plus que ce que je vois aussi souvent, si on se retrouve avec deux pneus, les deux pneus de droite sur de l'adhérence et les pneus de gauche sur une surface plus glacée, si vous freinez, attendez-vous que la voiture va vouloir pivoter. Parce que ben, justement, il y a plus de transfert de masse à droite qu'à gauche, donc la voiture va vouloir tirer toujours du côté que c'est plus adhérent. À ce moment-là, on regarde où on veut aller. Rappelez-vous, c'est les yeux qui emmènent les mains. Et quand ça part en dérapage, il ne faut pas se dire oh non, ça part en dérapage. Il faut se dire all right, ça part en dérapage. Regarde où tu veux aller et surtout faire les corrections de volant adéquatement. Parce que je vois des gens que dès que ça part, ils tournent tout de suite le volant et là, c'est parti dans tous les sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit dosé, toute manœuvre. C'est sûr que c'est des conseils qui peuvent être appliqués par les gens. Puis, tu sais, il y a toute une science là, derrière la voiture qu'on, la plupart des gens, on ignore parce que ça fait juste partie de notre quotidien d'aller au point A, au point B. Mais c'est des points super importants que vous apportez. Puis, pour terminer, M. Godin, il y a une autre course qui se tient et ça, c'est tout au long de l'année. C'est la course du courage pour amasser des dons. Donc, rapidement, là, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes associé à l'organisme Procure et comment les gens peuvent vous aider là-dedans? Parce que mon ami Jean Pagé, qui est décédé quasiment jour pour jour il y a 6 ans, du cancer de la prostate, c'est lui qui m'a impliqué chez Procure. Et puis, je suis co-porte-parole avec M. Labombe, avec Isabelle Pagé, la fille de Jean. Et puis, ben, c'est une course de pouvoir justement lutter contre le cancer de la prostate. Il y a 18 hommes par jour qui reçoivent un diagnostic. Donc, on veut faire de la prévention, dire aux gens, demandez à votre médecin de faire le test quand ils prennent la prise de sang parce que plus on le détecte rapidement, plus il est facile à guérir. Naturellement, on a besoin de fonds pour la recherche, on a besoin de fonds aussi pour maintenir la ligne 7 jours sur 7. Donc, ceux qui ont eu un diagnostic ou si vous connaissez quelqu'un qui a un diagnostic, vous voulez avoir de l'information, vous pouvez appeler chez Procure. Euh, on va vous donner toutes les informations. Et puis, ben, c'est ça. Donc, pour ramasser des fonds, vous pouvez soit aller sur ma page Facebook, bertrandgodin.com. Vous allez voir, il y a une boutique. Donc, vous pouvez joindre l'utile à l'agréable, acheter des objets où tous les profits vont aller à Procure. Et puis, ou bien, vous pouvez faire un don directement sur le site de Procure, sur la course du courage Bertrand Godin. C'est le site procure.ca. Monsieur Godin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Là. Si vous avez besoin d'informations, si vous connaissez quelqu'un qui souffre du cancer de la prostate, vous pouvez aller sur le site procure.ca. Et vous, Monsieur Godin, je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir en avril 2026 avec votre voiture d'antan, puis d'en profiter pour nous tous au Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci. De joyeuses fêtes. Nous recevons Mme Marilyn Nadeau, mairesse de Saint-Jean-Baptiste, mais aujourd'hui, on la reçoit surtout de retour comme préfète de la MRC de la Vallée du Richelieu. Mme Nadeau, bonjour. Bonjour. On va parler des faits saillants de la dernière séance du Conseil, mais d'abord, vous aviez des bonnes nouvelles pour nous. Eh oui, hein? Ça n'arrête pas les bonnes nouvelles à la MRC, oui. En fait, on a eu un prix de mentorat 2025 par le dynamisme de notre équipe de mentors et notre service d'entreprise à la MRC. C'est vraiment un beau prix que nous avons reçu. Et nous avons aussi eu une belle exposition vraiment qui a fait un vrai succès. Oui. En fait, c'était l'exposition « Dévoiler le potentiel de la matière » qui a été en fait exposée au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et qui va, après, pendant 3 ans, se promener sur le territoire de la Vallée du Richelieu. C'est ça, ça n'a pas juste disparu, là? Non! Ouais. En 4 jours, on a eu plus de 450 visiteurs au musée pour voir cette exposition-là. C'était vraiment pour voir autrement dans le fond, la matière que souvent, on les envoie au gros rebut ou
Mais là, ça a vraiment apporté une nouvelle vision aux C'est-tu gens. beaucoup plus que les gens pensaient, le nombre de visites? Est-ce qu'ils s'attendaient à moins que ça ou... Bien, ça a été vraiment un succès. On ne s'attendait pas c'est ça, autant. OK. Mais je pense que ça touche vraiment Oui. les gens de dire, c'est vrai, je consomme trop, Ouais. je devrais faire quelque chose d'autre avec ouais. ces matières-là. Puis vraiment, là, moi, Faire j'ai de été... l'art avec ça, c'est... Oui, ouais. c'était vraiment intéressant. Puis on a eu un beau panel lors de l'exposition OK. de gens vraiment impliqués dans le domaine. Donc, ça a été vraiment intéressant. Joindre l'art et l'environnement, ça a été parfait. Et voilà, Ouais. toute une belle combinaison. Puis aussi, on a eu des petits nouveaux autour Ben de la oui. grande table. Du renfort. Oui, en fait, 3 nouveaux élus, dont M. Picard de la ville de Belleuil. On a eu aussi Mme Méthode de Saint-Basile-le-Grand Oui. et Mme Taillon, qui est aussi de McMasterville, qui a été nouvellement élue. Mais c'est quand même 2 nouvelles mairesses qui étaient en fait les premières de leur ville. Donc, je tenais vraiment à Wow. souligner Oui, ça. oui, oui, oui. C'est important dans l'histoire Oh. du leadership féminin. Ah non, vraiment. Donc, ben, je leur souhaite la bienvenue. Puis de voir leur engagement, justement, va susciter un beau dynamisme de notre MRC. Exactement. C'est d'avoir plusieurs têtes pensantes comme ça, on va juste continuer à avoir plus d'idées des projets et tout. Oui. Donc, on va continuer à avoir une belle MRC vivante. Donc, la dernière séance du Conseil a eu lieu le 26 novembre dernier. De quoi il a été question? Écoutez, Beaucoup de choses. Ah oui, ah oui. Puis, sincèrement, ils nous attendaient, l'équipe de la MRC, parce qu'ils attendent pour pouvoir pourvoir des postes en commission, en comité. Donc, il faut nommer tous les élus qui ont de l'intérêt pour commencer et après ça, pour être sûr et certain qu'on ait les bonnes personnes aux bonnes places. Donc, on avait quand même 8 comités à remplir là, dès le début, autant pour les communications, en agriculture, en aide financière. Oui, beaucoup de sujets, ben Oui, oui. sécurité publique qui est super important, le soutien aux communautés rurales, la gouvernance, évidemment, sécurité incendie et l'environnement. Donc, chaque personne a montré de l'intérêt, donc on a réussi à remplir tous ces comités-là. Mais si vous voulez avoir les fins détails de toute la Ça, c'est en la ligne, séance, la oui! séance, oui, c'est ça. Donc, c'est mrcvr.ca. Vous avez toute l'intégralité de la séance du 26 novembre Exact. qui a été haut en couleur, donc parce qu'il y avait des nominations. Oui, oui. Et on a nommé ma nouvelle préfète suppléante, qui est Mme Mélanie Villeneuve de Tobin Park, qui va siéger à mes côtés, qui est très engagée. Donc, j'ai bien hâte de collaborer avec. Est-ce que vous avez été surpris que vous remplissiez tous vos comités comme ça, qu'il y ait de l'engagement? Parce qu'on sait qu'il y a des maires qui ont été élus par acclamation. On peut avoir l'impression que l'implication diminue. Mais là, vous dites que tous les comités ont été remplis. Bien, justement, je pense qu'ils ont cette expertise-là quand ils ont été élus par acclamation. Donc, ils ont déjà fait 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats. Oh, oui. Donc, ils voulaient continuer justement. Vous êtes sur un bon air d'aller, là. Oui, Oui. oui, puis ils ont laissé la place aussi au nouveau. C'est ça qui est intéressant dans notre MRC. On a beaucoup l'esprit de solidarité. Ah, puis d'ouverture aussi, oui. Oui, puis de dire, bien, tout le monde, on va mettre l'épaule à la roue. On va commencer notre planification stratégique là, dès janvier avec l'ensemble du conseil. Donc, on voit cet engagement. Bien, on sent la motivation. Juste avoir vous ici, on sent la motivation. C'est vraiment extraordinaire. Donc, et voilà. Puis, on a travaillé aussi avec, à mettre des gens sur des tables de concertation avec des partenaires régionaux, qu'on sait que c'est avec eux aussi qu'on peut avancer aussi loin qu'on peut. Là, eux, ils ont vraiment les deux mains dans le moteur. Comme on Oui, dit. c'est ça, qui sont présents sur le terrain. Oui. Donc, vous aviez aussi un représentant pour le groupe Alerte Santé. Oui, c'est Ouais. M. Jonathan Chalifou, qui est maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu, qui a vraiment à cœur tout ce qui est le service incendie et sécurité publique. Donc, c'était la meilleure personne pour y siéger, pour nous représenter, étant aussi pompier volontaire là, à ses heures. Donc, quand on parle de comités qui ont été remplis, il y en a qu'on a accordé plus spécifiquement du temps, là. Oui, effectivement. On le sait que notre priorité à la MRC durant tout le dernier mandat, et j'imagine qu'il va se poursuivre, c'est notre rivière Richelieu. Donc, il y a un comité, en fait, pour le projet Signature Innovation, qui est rivière Richelieu patrimoine naturel. Donc, ça, c'est un comité qu'on attend beaucoup. Hein, dans la vallée, on attend beaucoup de ce comité-là. Et évidemment, aussi, la table de concertation en immigration. Un sujet chaud en ce moment, Oui. ouais. Puis on le sait qu'on est une terre d'accueil dans la vallée du Richelieu, donc on veut faire un bel accompagnement pour ces gens qui deviennent des citoyens à part entière ici.
Est-ce qu'on en parle assez de nos villes de la vallée du Richelieu? Parce qu'on parle beaucoup des grandes villes proches de Montréal, Brossard et tout ça, mais est-ce que vous trouvez qu'on en parle suffisamment de nos villes qui pourraient accueillir des gens? En fait, c'est surtout chaque municipalité, chaque ville qui voit au déploiement d'un accueil pour ces nouveaux résidents. Et quand on s'en remet à la MRC, là, on travaille avec les organismes qui sont vraiment des accompagnateurs, parce qu'ils viennent aussi dans la région et qui se reconnaissent dans leur milieu. Donc, je vous dirais que c'est beaucoup plus un travail d'accompagnement avec cette table-là. Mais une fois que les municipalités ou les villes ont adopté des politiques d'immigration, Ouais. merci. Pas de problème. Donc, c'est comme ça qu'on Ouais. voit au déploiement là, des beaux projets. OK. Excellent. Puis il y avait, je voulais parler aussi, il y avait mention, quand on parle d'Office régional d'habitation de la vallée du Richelieu, qu'est-ce qu'on veut dire exactement, concrètement, pour les gens qui nous écoutent? Bien, en fait, l'Office régional d'habitation a regroupé plusieurs HLM, comme on appelait avant. En fait, on s'est réunis tous ensemble pour créer un seul organisme qui part de la MRC, mais on reste digne représentant, les maires maires de ces offices-là, mais on travaille vraiment à ce que ces milieux de vie soient cohérents, accessibles, puis aussi adaptés à chaque réalité de nos villes, nos municipalités. Autant McMasterville, Otterburn Park, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Jean-Baptiste. Donc, qui siègent avec nous, il y a aussi les représentants des résidents aussi. Donc, on est vraiment collés à leur milieu de vie. C'est ça, c'est pas juste de construire, mais c'est aussi d'aller réparer puis de prendre soin de ce qui est déjà en place. Là. Évidemment, consolider les logements qui sont en place, comme vous dites, mais c'est sûr et certain qu'il faut prévoir justement des nouveaux logements pour nos aînés. Bien, continuons à parler de ce qui touche les gens parce que aussi, vous avez été nommée administratrice à la CEMEX. Oui. Avec M. Teasdale. Oui, qui est de retour, en fait, qui a déjà été administrateur dans l'autre mandat. Oui. Donc, c'est vraiment la poursuite de tout ce qui traite des matières organiques dans notre MRC. Donc, c'est là où, justement, vont les résidus de table là, dans notre bac brun. Ah, c'est là que ça s'en va. Eh oui, c'est tellement important parce qu'on a quand même déjà retrouvé une boule de quilles là, dans nos bacs bruns. Donc, c'est Ça pas prend combien là de que temps ça à se va. décomposer, une boule de quilles, ça? Bien, je pense qu'on ne le saura jamais. C'est pire que le plastique. On ne le saura jamais de notre vivant. Donc, pas de plastique, pas de boule de bowling. Très bon, excellent. Donc, c'est important qu'on y mette nos résidus de table seulement. Le budget 2026 a été adopté. Est-ce que, quand on parle de budget, est-ce qu'il y a des éléments du budget que vous avez l'impression qui touchent vraiment beaucoup les citoyens? Oui, mais effectivement, le plan climat qui est très important dans la vallée du Richelieu, bien, partout, mais nous, on veut vraiment se doter d'un bon plan climat. Mont-Saint-Hilaire a déjà emboîté le pas. Donc, il nous montre justement des c'est un peu exemples. le fort, hein? Oui. Mont-Saint-Hilaire, avec ce plan-là, on en a parlé beaucoup pendant l'été. Puis, c'est super intéressant de savoir comment on peut agir dans notre milieu. Il y a aussi notre rivière Richelieu, comme auquel je vous parlais, qu'on y met vraiment l'accent dans le budget pour pouvoir voir la qualité de l'eau, le vivre ensemble pourtour de la rivière Richelieu. Donc, c'est quelque chose qu'on a misé dans le budget. Bien, la Route bleue aussi, pendant l'été, a mis plus de chemin aussi pour ceux qui veulent aller faire de la planche à pagaie et tout ça. On a développé beaucoup le réseau pour les passe-temps, si je peux dire ça comme ça. Oui, là, on pense au canotage du club canotage de Otterburn Park, qui est excellent aussi pour faire découvrir notre Richelieu. Donc, c'est vraiment de travailler tous ensemble dans notre milieu de vie. Donc, le budget reflète bien ce qu'on souhaite. Et là, il y a même une application mobile qui s'en vient au niveau, on vient de parler de la matière résiduelle, il y a une application qui va quand même bientôt accessible. Bien là, soyez vraiment à l'affût de nos nouvelles. Donc, c'est une nouvelle application mobile qui verra bientôt le jour là, afin de mieux accompagner nos citoyens et nos citoyennes dans la gestion des matières résiduelles. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez avoir dessus. Même vos ados vont pouvoir aller voir. Ils vont vouloir gérer la matière résiduelle maintenant. Et voilà! Donc, on est très intéressés à ces nouvelles avenues-là pour nos matières résiduelles. Il y a Meublé-Tout aussi qui contribue toujours là, pour le transport des appareils contenant les allocarbures. Il y a aussi, aussi toute la vente des métaux qui donne aussi une somme aussi à l'éco-centre pour qu'on puisse pouvoir poursuivre là, à recycler nos métaux. Donc,
Vraiment, on est dans le développement dans la vallée du Richelieu. Bon, on est très content de l'engouement qu'il y a eu. Vous avez parlé des comités qui se sont remplis et tout. Si des citoyens voudraient réagir à ce qu'ils ont vu dans la séance du Conseil ou même après vous avoir écouté aujourd'hui, vous les invitez à faire ça à quel endroit? Bien, en fait, nos assemblées sont toujours publiques, donc il y a toujours une partie de période de questions qu'on peut recevoir justement ces commentaires ou leurs questions. Puis, on fait souvent des consultations publiques et on les attend pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est le meilleur endroit pour contribuer à la belle vallée du Richelieu qu'on souhaite voir se définir. Bien, quand vous dites que vous travaillez au nom des gens, bien, c'est ça, vous voulez avoir leurs idées, leurs réactions. Madame Nadeau, merci beaucoup du compte-rendu que vous êtes venu nous donner aujourd'hui. Et bien, on vous souhaite une bonne continuité dans ce nouveau mandat, si je peux dire, comme préfète de la MRC de la vallée du Richelieu. C'était un plaisir de vous connaître et de poursuivre avec vous, M. Gilbert. À une prochaine fois, j'espère. Bonjour. Merci. On rejoint maintenant Claudia Fioré-Leduc, qui est chargée de campagne au Réseau québécois de l'Action communautaire autonome. Bonjour, Madame Fioré-Leduc. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer rapidement, pour les gens qui ne connaissent pas l'organisme, quelle est la mission de ce que vous faites chez l'organisme? Oui, donc le Réseau québécois de l'Action communautaire autonome, son petit nom, c'est le RQAC. On est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en action communautaire autonome. On représente, en fait, nos membres, c'est 80 organismes nationaux qui rejoignent près de 4500 organismes d'ACA, d'Action communautaire autonome, un peu partout au Québec. Et ce réseau-là d'organismes communautaires, bien, il est soutenu par plus de 54 000 travailleuses et travailleurs, majoritairement. On est un milieu majoritairement composé de femmes. Okay. Vous avez pris position récemment contre le projet de loi numéro 1 qui a pour objectif de faire une constitution du Québec. Pourquoi vous pensez que c'est un mauvais projet de loi? En fait, on pense que juste dans comment il a été créé puis comment il a été déposé comme une simple loi, tout ce processus-là, pour nous inquiète beaucoup parce que dans un projet de loi constitutionnelle devrait se faire avec l'ensemble de la population. Le processus avant la rédaction d'un texte d'une telle importance, d'une telle portée pour un peuple, pour une nation, devrait se faire de façon plus ouverte. Donc, en consultant la population, les peuples autochtones, les Inuits, les différentes minorités. Puis, c'est vraiment pas ça qui a été fait. C'est un texte qui nous a été présenté d'un bloc cet automne. Donc, pour que les gens comprennent, qui nous écoutent, là, un texte comme ça, un projet de loi qui aurait un titre de constitution, là, serait au-dessus des autres lois normales, d'où l'importance auquel vous faites référence. En quoi ce manque peut-être d'écoute ou de transparence lorsqu'on élabore un projet de loi aussi important peut affecter les droits humains là, des personnes dans la région ou au Québec? En fait, ça peut affecter leurs droits dans le sens où ce projet-là aussi entérine tout un projet identitaire ou un projet aussi, il y a le projet identitaire, mais il y a le projet aussi d'intégration à la nation québécoise, là, qui est un projet partisan. Donc, c'est vraiment la CAQ qui a amené ça et qui a fait adopter différentes lois, entre autres avec la laïcité, entre autres avec le modèle d'intégration nationale. Et là, il l'intègre aussi dans le projet de loi constitutionnel. Donc, c'est quelque chose que ce n'est pas la majorité des Québécois qui étaient nécessairement d'accord ou même au courant de ça. Donc, au niveau de l'information, la majorité des personnes ne sont même pas au courant qu'il y a un projet de loi constitutionnel comme ça. Donc, au niveau de la transparence, pour nous, c'est problématique. D'autres impacts aussi sur les minorités, donc sur les femmes, parce que ce projet de loi-là indique qu'il cherche à protéger le droit à l'avortement, mais juste de l'insérer comme ça dans un projet de loi est contraire à tout ce que le mouvement féminisme, et on est avec elle là-dedans aussi, est contraire à tout ce qu'on souhaite en fait. Parce qu'une fois que le droit à l'avortement est nommé dans une loi, c'est comme ça après qu'on peut légiférer, qu'on peut modifier, qu'on peut amender les éléments en lien avec le droit à l'avortement, puis c'est pas ça qu'on veut du tout au Québec. OK. C'est sûr que
pour des sujets aussi complexes, c'est sûr que ça peut être abordé de différentes façons. Il y a aussi la composante fédérale. C'est encadré aussi par le fédéral, parce qu'il y avait eu des interdictions dans le passé pour cette pratique-là. Je rappelle, donc c'est au niveau là, de la forme là, que vous êtes surtout en désaccord. Est-ce que, on a vu dans votre communiqué que vous faites référence à une logique coloniale. Comment on peut penser ça ou qu'est-ce que ça veut dire une logique coloniale? Bien, en fait, comme je l'ai nommé tout à l'heure, au niveau de la consultation préalable, de maintes fois, les communautés, puis je ne veux pas parler pour les nations, les Premières Nations, puis les peuples autochtones et les peuples inuits, je vous invite à aller voir, à aller vous informer là, directement là, auprès d'eux pour avoir leur avis sur le sujet. Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui leur ont été imposées. Que ce soit au niveau de différentes lois et tout ça, quand l'État du Québec a été créé. Donc, au niveau historique, ça a été, c'est supposé d'être des apprentissages qu'on aurait dû faire. Puis là, on n'est pas allé en mode réparation, on est allé encore en mode on impose un projet de constitution. Je comprends. Il y a un autre point sur lequel vous voulez insister aussi, c'est un autre projet de loi, celui numéro 7, qui a pour objectif de fusionner des fonds qui sont utilisés par les organismes. Pouvez-vous élaborer là-dessus? En fait, le projet de loi 7, c'est un projet de loi un peu mammouth, un projet de loi omnibus dans lequel il y a beaucoup de choses très disparates dans ce projet de loi. Ce qui nous concerne plus spécifiquement au niveau des organismes communautaires, c'est l'intention de fusionner donc le Fonds d'aide à l'action communautaire autonome et le FACA, qui s'appelle le FACA, et le FKIS, qui est le Fonds québécois d'initiative sociale. Deux fonds qui ont deux raisons d'être, deux raisons d'être en fait très différentes. Et là, ils veulent recréer un nouveau fonds. D'emblée, là, ce que je peux dire, c'est que même la ministre Duranceau l'a nommé, il n'y a pas d'économie monétaire en lien avec la fusion de ces deux fonds-là. Mais pour nous, on y voit des attaques vraiment réelles à notre autonomie comme mouvement communautaire parce qu'on ne veut pas être dilué justement dans des fonds qui seraient pas pérennes. Donc, le premier fonds, comme je vous disais, le Fonds d'aide à l'action communautaire autonome, il assure un financement à la mission, donc un financement qui est récurrent à chaque année pour les organismes communautaires. De le diluer comme ça dans un nouveau fonds, ça nous ferait craindre vraiment de perdre une autonomie qui a été gagnée de chaudes luttes là, dans les années 80, 90, les années 2000. Donc, il se passe beaucoup de choses à Québec en ce moment, là, au niveau du gouvernement en place. La CAQ, rapidement, pour les gens qui sont contre ces deux projets de loi ou un des deux, comment on fait pour manifester notre mécontentement ou pour peser dans la balance là, pour qu'il y ait un retrait complet de ces projets de loi-là? Donc, le projet de loi 1 spécifie que vous pouvez assister là, en direct sur Internet, sur le site web de l'Assemblée nationale aux commissions parlementaires. En fait, sur le sujet pour le PL1, vous pouvez aller signer aussi la pétition qui a été déposée sur le site web aussi de l'Assemblée nationale. Donc, on signe on signe la pétition. On peut s'informer aussi. L'important, c'est de s'informer. Donc, s'éduquer soi-même, c'est la meilleure chose. Il y a plein d'outils qui existent sur notre site web, sur le site de la Ligue des droits et libertés. La même chose pour le PL7. Vous pouvez aller lire des mémoires et nous appuyer bien sûr en écrivant des lettres d'endossement à ces mémoires-là, donc directement à l'Assemblée nationale. Toute l'information sur votre site internet rq-aca.org. Claudia Fioré-Leduc, je rappelle, vous êtes chargée de campagne au Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Merci d'avoir été avec nous et je rappelle aux gens l'importance de s'informer. Oui, éduquez-vous parce qu'il y a des enjeux très importants pour notre démocratie en ce moment. Merci. Nous recevons aujourd'hui M. Réal Houde, conférencier, mais surtout auteur. M. Houde, bonjour. Bonjour. On a souligné l'anniversaire de quel événement à la fin novembre? Bien, c'est sûr, c'était les rébellions des Patriotes, la victoire de Saint-Denis et la défaite de Saint-Charles et celle de Saint-Eustache également, malheureusement. Oui, bien, c'est ça. En quoi les deux batailles qui ont été perdues sont venues comme mettre un peu dans l'ombre cette victoire-là dont vous parlez dans votre premier livre? Bien, dans le premier livre, qui s'intitule « L'improbable victoire des Patriotes ». Improbable, c'est le bon mot. Oui, oui. parce que
C'était pas simple. Non. C'était pas simple. C'est sûr que ces événements-là ont été le prélude à une réflexion pour les francophones et les anglophones à l'époque, qui ont mené, cette réflexion-là a mené à la création du Canada quelques décennies plus tard, bien entendu. C'est ça, c'est un peu comme une remise en question des Britanniques qui pensaient qu'ils pouvaient assimiler les Français, mais ils sont comme réalisés que c'était pas aussi simple que ça. Là. Bien, il y avait déjà des liens qui étaient très forts, malgré ce qu'on pense, parce qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes une des plus vieilles démocraties modernes, 1792. Donc, ça faisait quand même un bout de temps qu'il y avait des liens entre les différentes communautés. Mais dans toute communauté, des fois, il y a des gens qui ont des pensées plus extrêmes. C'était vrai chez les anglophones et chez les francophones. Donc, est-ce que vous considérez que les 92 résolutions que les francophones avaient fait parvenir aux Britanniques, c'était vu comme extrême à l'époque? J'ai l'impression que ça l'a un peu suscité une espèce de grogne. Oui, mais oui. Hein, on s'entend. Et c'est Une sûr légère que, ça, je l'explique aussi dans le livre, de 1830 à 1836, il y avait quand même une relative paix, malgré tout, parce qu'il y avait le Parti patriote qui a été créé, bon, on parle de 1827, mais de manière opérationnelle à partir de 1830, l'élection de 1830. Et donc, il y avait chez les francophones, il y avait des gens qui étaient pro-patriotes, d'autres qui étaient plus régime anglais, britannique. Et la même chose chez des anglophones. Les gens oublient qu'il y avait aussi des anglophones du côté des patriotes et, bien entendu, de l'autre bord également. Et ça, c'est intéressant de voir comment ça l'a joué. Puis à partir de 1836, on sent qu'il y a un durcissement. On n'a pas tous les détails, mais probablement que les seigneurs qui avaient des penchants patriotiques ont dû se faire dire par l'autorité britannique, bien, si tu veux garder ta seigneurie, tu es peut-être mieux de pas... Bien, les gens étaient surtout déçus de voir que les députés qui étaient élus n'avaient pas vraiment un réel pouvoir de décision à ce il y avait moment-là. ça. Surtout que les gens qui étaient plus en faveur du régime étaient nommés conseillers législatifs non élus aussi. Oui. Donc, il y avait eu une tension entre les deux. Ça, c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était les clans familiaux et politiques. Ben oui, parce que pour vous, c'est comme une histoire de famille un peu. Vous avez réalisé avant... C'est ça, parce que souvent, chez les Patriotes, on parle beaucoup de Louis-Joseph Papineau. Il ne faut jamais oublier que Louis-Joseph Papineau, s'il a pu avoir la carrière qu'il a eue, son père était déjà député, son père était seigneur, et il a hérité parce que premier fils... il a partiellement le même prénom que son père. C'était le système féodal, seigneurial de l'époque. Premier fils a le même prénom sensiblement que le père. Et il a appris de son père le métier d'orateur aussi à la Chambre. Et c'est intéressant, mais sauf qu'on parlait on parle plutôt dans les connaissances actuelles, on parlait plutôt de Papineau. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient présentes. D'autres clans qu'on parle moins. Oui, c'est ça. Moi, j'ai découvert en établissant ma généalogie que j'avais un ancêtre député de Saint-Hyacinthe, Louis-Renaud Blanchard. Qui a été dans l'action. Oui, 1830 à 1838. Son beau-frère était député aussi de Saint-Hyacinthe jusqu'en 1834. Et ça m'a un peu interloqué. Comment ça se fait qu'on ne parle pas beaucoup? Il y a eu quelques sources qui parlaient de ce personnage et qui était apparenté aussi à Joseph Toussaint Drolet, qui était le vice-président de l'Assemblée des Six Comtés d'octobre 1837, qui était seigneur de Cournoyer, ça c'est Saint-Marc-sur-Richelieu. Et ça m'a intrigué. Comment ça se fait qu'il y a on entend parler... C'est là que vous avez poussé vos recherches. Il y avait déjà des gens qui avaient commencé à écrire. Gilles Laporte avec son livre sur les loyaux et les patriotes. Il y avait d'autres personnages. J'avais vu le dictionnaire des parlementaires du Québec qui a été publié en 1993. J'avais vu une version publiée en 1902. Là, j'ai retrouvé les traces de ce député-là, qui était mon aïeul. Mais dans ma famille, c'était le silence total. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose là à aller chercher. C'est qui les clans familiaux et politiques? C'est les forces en présence en 1837. C'était qui ces gens-là? Ben oui, qui a même mené à une suite naturelle qui est plus récente. Oui, et ça, c'est mon plus récent bouquin. Le réflexe féodal, c'est la concentration et transmission du pouvoir au Canada français. Là, je parle dans ce livre de ce qui a culminé après. Il y a eu une réflexion. Il y a eu une réflexion. Il y a l'époque des réformistes, Louis-Hippolyte Lafontaine et autres. Et on arrive en 1867. Entre-temps, il y avait eu la fin de la tenure seigneuriale 1854.
Et là, moi, j'avais découvert qu'il y avait des clans familiaux et politiques qui étaient souvent organisés du même fonctionnement que les seigneuries puis le système féodal européen, parce qu'il ne faut pas oublier que le système féodal français et anglais, les rois et les reines, c'est des cousins-cousines. Ça se ressemble. Les pratiques, il y a des pratiques qui sont similaires. Et là, je me suis dit, fin seigneuriale, c'est qu'il y a un autre système qui... Les pratiques personnelles, l'habitus, comme on dit, comme Pierre Bourdieu disait, ce qui va de soi, ça ne change pas du jour au lendemain. Puis quand on parle de système, à partir de quand, dans vos recherches, vous avez réalisé que finalement, les élus du peuple ont commencé à avoir un réel pouvoir par rapport à la monarchie? Bien, dans la période de transition, c'est intéressant de voir comment il y a eu des discussions. Hein. C'est sûr qu'il y a eu, on a brûlé le Parlement à Montréal. On n'a pas eu le choix de se parler. Bon, à un moment donné, c'est un ou l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, il y a eu cette création du Canada, qui est une espèce d'amalgame entre les cultures françaises, canadiennes, françaises et anglophones. Mais ce qui m'a étonné, c'est quand j'étais plus jeune, on me disait toujours, le pouvoir, il est anglophone et les Anglais nous ont asservis. Avec la recherche que je faisais, je trouvais que c'était... C'est pas si net que ça. C'est beaucoup plus complexe. Exact. Par exemple, dans ma recherche pour mon dernier bouquin, ça couvre la période 1867 à 1959. Il n'y a aucun premier ministre du Québec qui est un pur anglophone. Ça, c'est surprenant. Oui. Le seul qui a un nom anglophone, c'est John Ross. Oui. Et sa mère s'appelle Gouin, comme le nom d'un autre premier ministre. Et là, je me suis dit, c'est qui ces gens-là, ces clans-là? J'ai voulu pousser. Donc, j'ai fait des recherches dans plusieurs milliers de pages d'archives. Puis là, j'ai découvert les alliances entre ces personnes-là. Par exemple, Lomer Gouin, qui était un grand premier ministre au début du 20e siècle, c'était le gendre d'Honoré Mercier qui avait été premier ministre. Donc, il y avait des liens familiaux qu'on voyait. C'est ça, parce qu'il y a quand même une certaine, malgré tout ce qu'on peut dire sur la langue française présentement, qu'on dit qu'il en arrache, il y a quand même une culture française qui a survécu à travers ces années-là. Avec ces gens-là, je parle dans le livre aussi du clan familial et politique dont était issu Wilfrid Laurier, qui a été un premier ministre du Canada majeur. Hein, et là, je me posais la question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 2025, ça ne soit plus comme ça? Donc, j'arrête en 59 parce qu'il y a eu la Révolution tranquille. Oui. Et c'est qu'avant 1960, il ne faut jamais oublier que l'accès aux études supérieures, c'était les enfants riches, de familles riches. Les riches francophones et les riches anglophones, parce qu'il y avait des riches l'élite canadienne française. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres qui n'avaient pas quelque chose à apporter. Il y en a. De temps en temps, un personnage est pris dans une famille parce qu'il a du talent, on l'envoie au collège. C'est arrivé à mon père en 1943 pendant la guerre. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais c'était les riches francophones qui pouvaient aller à l'université faire leur droit ou leur médecine. Et à partir des années 60, la Révolution tranquille, ce qui est fascinant, c'est aussi, on a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu la Déclaration universelle des droits, 1948. Puis là, les gens ont commencé à penser à une société plus égalitaire. Exact. Ça veut dire que le droit de vote des femmes en 40, c'est pas un hasard. Ben oui, moi, c'est quand même surprenant que le Québec, ça a été au Canada, c'est en 1917. Exact. Et là, il y a, à partir de la Révolution tranquille, c'est des gens qui ont dit, OK, des gens de différents milieux, autant des familles riches que des gens qui avaient du talent, on dit, hey, on va lâcher la chance, l'accès à l'éducation à tout le monde. Si quelqu'un travaille fort, a du talent, peut avoir l'espoir de réussir. L'accès aux soins de santé, parce qu'avant la création de notre système d'assurance maladie au début des années 70, il y a eu une réflexion des années 60. Et là, avant, c'était la chambre, les salles des pauvres à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Ma mère travaillait là comme garde-malade à l'époque. Puis il y avait les chambres pour les riches. Les droits des femmes. On a pris des décisions. Moi, j'aime beaucoup parler d'histoire des décisions. Donc, c'est encore 60. Beaucoup de sujets à ce moment-là. Beaucoup de choses. Donc, et la consanguinité, avant les années 60, on voyait beaucoup des mariages consanguins. On concentrait le pouvoir, l'économique, s'il y avait quelque chose dans le sang relié à ça. Et ça, ça vient du système féodal européen. Et là, avec le développement de la science, la médecine notamment, de la génétique, on s'est aperçu que ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Donc,
moi, c'est pour ça que j'arrête en 59 la recherche, parce qu'après ça, c'est un autre système. Malgré qu'il y a eu des relents de ce réflexe féodal, on a quand même eu 3 Johnson de la même famille, premier ministre. Aux États-Unis, il y a eu 2 George Bush, puis on a récemment eu un 2e Trudeau, premier ministre. Mais en général, il y a d'autres personnes qui ont du talent, qui ont travaillé fort, qui ont pu avoir accès au pouvoir, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est beaucoup de sujets. Peut-être, sait-on jamais, peut-être un prochain livre pour vous que vous allez pouvoir sortir. Malheureusement, M. Hood, c'est vraiment tout le temps qu'on avait, mais c'est extrêmement intéressant. On sent que ça continue à toucher les gens, toutes ces histoires-là de où est-ce qu'on vient et les luttes pour les indépendances et tout ça. Donc, M. Hood, c'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci. On se trouve à l'aréna André Saint-Laurent à Belleuil, une aréna toute désignée pour l'Association du hockey mineur de la Vallée du Richelieu. Monsieur Campbell, vous êtes le vice-président. Oui, tout à fait. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'Association pour la Vallée du Richelieu au hockey mineur? Donc, on est une association de hockey mineur qui regroupe 8 municipalités autour de Belleuil et Saint-Hilaire, pour lesquels on compte 850 joueurs de hockey et joueuses de hockey qui sont de la région ici. Ça fait quand même longtemps que l'association existe. C'est évidemment un sport qui est impossible à démoder au Québec. Comment vous faites pour garder ce sport vivant? On tente de faire la promotion, évidemment, du hockey, mais surtout d'un environnement d'apprentissage, de plaisir auprès des jeunes, puis évidemment avec des programmes, l'implication de bénévoles, faire en sorte qu'ils puissent passer des belles saisons. Alors, on fait cette promotion-là, on tente de partager avec les réseaux sociaux de plus en plus aussi, puis de les inciter à continuer à bouger. Et vous êtes toujours à la recherche aussi de gens qui pourraient s'impliquer auprès de l'association. De quelle façon ces personnes-là peuvent le faire? Bien, en fait, les gens, en début de saison, autour du mois d'août, peuvent manifester qu'est-ce qu'ils veulent jouer comme rôle au sein de l'association. Ça peut être autant au niveau du conseil d'administration que ça peut être au sein des équipes elles-mêmes. Et même ceux qui ne sont pas nécessairement connaissants du hockey peuvent jouer un rôle de gérant d'équipe. Une association comme la nôtre, ça repose essentiellement sur le travail des gens qui s'impliquent comme ça auprès des jeunes. Quand on pense à l'association de hockey mineur, on se dit, bon, un truc pour les enfants, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, expliquez-nous un peu l'âge des jeunes qui viennent jouer et quels sont vos partenaires, vos collaborateurs dans tout ça? En fait, on a des catégories qui débutent à M7, c'est moins de 7 ans, donc 5, 6, 7 ans, et ça va jusqu'à M21, donc on va jusqu'à du 17, 18, 19 ans, 20 ans. Alors, ça implique beaucoup de niveaux de joueurs qui vont jouer avec des équipes au sein de la région, en fait, une équipe contre l'autre. Donc, ça implique beaucoup de structures. On peut compter, heureusement, sur l'implication des bénévoles. Notre coordonnatrice aussi, Marie-Pierre, qui s'occupe de vraiment faire la planification de la saison. Pour les gens qui ne le savent pas, ça nécessite de faire 2 fois par année les horaires des équipes, mais avec toutes les autres associations qui sont reliées à Hockey Richelieu. Donc, c'est pour ça l'importance d'avoir des partenaires d'affaires. Les partenaires d'affaires jouent un rôle, c'est sûr. Les gens qui nous commanditent, qui nous soutiennent, les municipalités aussi qui soutiennent au niveau des glaces et tout ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important pour qu'on puisse évidemment offrir un environnement comme celui-là aux enfants, là. Et les gens qui voudraient inscrire leurs enfants dans l'association spécifiquement de la Vallée du Richelieu, à quoi ils peuvent s'attendre comme match aux alentours? C'est une excellente question. En fait, on peut se promener, je vous dirais, un peu dans les environs comme Sainte-Julie, Saint-Hubert, on peut aller à Saint-Hyacinthe, on pourrait aller jusqu'à Sorel, même pour certaines parties. Alors, ça demande quelques déplacements, mais évidemment, on a des matchs locaux qui se tiennent à Belleuil ou encore à Saint-Hilaire. Et est-ce qu'il y a des tournois, des compétitions régionales, provinciales? C'est quoi que les jeunes peuvent s'attendre, ceux qui le souhaitent, aller vraiment plus loin dans ce sport? Bien, une saison de hockey, c'est environ composé d'une 20 à 26 matchs, là, selon la catégorie. Mais ça l'exclut les régionaux, les finales aussi, les séries, là, en fait, qu'on appelle à la fin de la saison. Mais sinon, chaque équipe est invitée à faire des tournois. Ici, à l'association, on inscrit les équipes au moins à 2 tournois régionaux là, dans le coin. Un exemple, hier, j'étais à Actonville ou sinon. Les équipes peuvent aussi réserver des tournois un petit peu plus loin, là, par
exemple, dans la région de Québec ou encore de l'autre côté vers Gatineau. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire. D'ailleurs, ici, dans la région, bien, à Belleuil, on tient notre tournoi provincial Bantam là, qui va avoir lieu au mois de janvier. Là. Et à l'heure de la technologie, vous réussissez à faire sortir les jeunes pour autant de matchs et de tournois. On parle de briser l'isolement, on parle aussi de faire sortir de leurs écrans, faire autre chose. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes intéressés par ce sport qui pourrait leur donner envie d'aller plus loin, justement, dans ce sens? Bien, le hockey, c'est le plus beau sport au monde. Il n'y a pas d'autre chose à dire que ça vous fait bouger, ça vous apprend à travailler avec d'autres jeunes, travailler en équipe, la collaboration, ça vous apprend la ténacité, ça vous garde la forme, bonne santé en général. Fait que c'est vraiment, assurément, un des plus beaux sports pour vraiment, je vous dirais, acquérir des bases là, qui vont servir toute une vie aussi. Puis ça donne l'intérêt. J'ai moi-même joué au hockey mineur ici pendant ma jeunesse. Puis aujourd'hui, bien, je suis impliqué dans le conseil d'administration avec une équipe aussi. Donc c'est vraiment, on finit par se créer une communauté. Puis ça devient intéressant. Ils se voient à l'école ensuite. Donc c'est vraiment un environnement pour moi qui est sain puis qui est agréable pour les jeunes. Donc l'esprit d'équipe à travers tout ça. En terminant, un petit mot pour attirer les gens qui voudraient s'impliquer? Bien, c'est sûr qu'on vous demande au début de la saison de vous manifester. Il y a une place pour tout le monde, les gens qui veulent s'impliquer. On cherche vraiment des gens qui sont passionnés, que vous connaissiez le hockey ou vous êtes un père ou une mère qui veut s'impliquer sur le plan administratif comme gérant, on le fait. Et bien, vous le faites pour votre jeune, vous le faites pour les jeunes de la région. Puis après tout, c'est un investissement pour une société. Merci beaucoup, M. Campbell. Vous donnez vraiment le goût d'aller entendre davantage sur votre association. Merci. Bien, merci à vous. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. J'espère que vous avez bien apprécié. Nous vous rappelons que si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition du Régional. Merci beaucoup et bonne semaine. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.